Bienvenue sur un nouvel entretien de la chaîne d'Academia Christiana. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de retrouver David Engels. Bonjour David. Bonjour Victor, merci pour l'invitation. Alors David, vous avez commis un ouvrage un petit peu avant, qui est paru avant les élections européennes et qui néanmoins me semble plus bien au-delà de l'actualité de ces élections, intitulé donc Défendre l'Europe et petit traité d'espérialisme. Alors je propose qu'on commence déjà peut-être par définir ce terme d'espérialisme, même si c'est l'objet du livre. Oui, tout à fait. Donc, en effet, j'ai un peu triché sur ce livre parce qu'on m'avait demandé de faire un livre sur, au sujet des élections qui allaient venir, et moi, ça me semblait être un peu beaucoup trop limité maintenant de parler des petits enjeux de tel et tel parti, de tel et tel pays européen. Donc, j'ai plutôt préféré faire quelque chose de plus fondamental pour aussi présenter finalement aux lecteurs du moins ma vision sur les grands enjeux de notre civilisation, de notre continent. Et ça explique déjà aussi l'utilisation du terme espérialisme. Ça fait maintenant depuis quelques années que je suis un peu actif dans le domaine de l'essayistique politique, de parler d'Europe, de chrétienté, de civilisation, d'Occident, etc., etc. J'ai écrit des milliers d'articles plus ou moins dans les revues les plus différentes sur ces sujets-là. Mais ce qui manquait un peu, c'était la possibilité de mettre tout ça ensemble dans un livre pour un peu condenser ce point de vue. Donc j'en ai profité de l'occasion pour présenter en gros donc une version très sommaire de mon approche de ces questions-là. Et au centre se trouve évidemment ce terme d'espérialisme tiré du grec ancien, du terme hespéros. Les publics connaîtra certainement les îles des Hespérides, par exemple, qui se trouvent dans un genre d'Occident mythique, quelque part dans la mer Atlantique. Et pour moi, ça semblait assez bien refléter ce qui est tellement typique pour notre civilisation, c'est-à-dire cette attirance pour ce qu'il y a au-delà de l'horizon, hein, ces lieux utopiques, magiques, comme les Hespérides, comme l'île d'Avalon, comme Utopia, comme Valinor chez Tolkien. Donc ça me semble être un beau terme pour exprimer ce qu'on pourrait définir comme un genre de patriotisme européen civilisationnel. Donc pas patriotisme bruxellois qui aimerait bien Ursula von der Leyen ou la Commission européenne ou ce genre de choses-là, mais vraiment un patriotisme qui soit fondamentalement identitaire, civilisationnel, et qui essaye de voir que, au-delà de l'amour tout à fait légitime pour nos patries régionales, nationales, locales, etc., il y a la notion de civilisation européenne qui mérite notre amour, qui mérite notre soutien, qui a besoin de notre défense et qui mérite qu'on se rende vraiment compte que derrière le patriotisme plus restreint des différentes nations, il y a toujours en filigrane aussi un amour pour l'Europe que j'ai voulu mettre au centre de cet ouvrage. Alors justement, un public un peu français, et moi ça a été parfois mon cas lorsque j'ai présenté vos travaux, vos écrits à des amis, décrit un petit peu cette idée d'Europe en disant que c'est une fiction, que finalement, voilà, nous, oui, la France, ils voient très bien ce que c'est, il y a une nation française, mais qu'au-delà, finalement, il y a d'autres nations, mais qu'à part peut-être le christianisme, ils ne partagent pas grand-chose. Qu'est-ce que vous répondriez peut-être un petit peu à ces critiques franco-françaises ? D'abord, sans vouloir injurier personne, mais c'est évidemment d'abord un problème de culture générale, malheureusement. Je crois qu'au XIXe siècle, certainement au XVIIIe siècle, personne n'aurait dit ça. Déjà, même disons, à l'apogée du nationalisme au XIXe siècle, même quand les Français, les Allemands, les Anglais, les Espagnols, les Italiens se détestaient mutuellement et croyaient être entourés d'ennemis héréditaires, mais même à cette époque-là, personne n'aurait nié l'existence d'une civilisation européenne. Ça semblait tout à fait acquis. Et là, ça fait juste depuis peut-être à peine quelques générations, en fait, que tout doucement, à fur et à mesure que se construit cette Europe réelle, qui, hélas, se base de plus en plus sur des valeurs purement abstraites, universalistes, telles que les droits des hommes, la démocratie, la liberté, l'égalité, etc. Donc, à fur et à mesure que cette notion de civilisation européenne est accaparée par cette vision purement universaliste, et de plus en plus, malheureusement, on a un genre de rétrécissement identitaire au nationalisme, voire au souverainisme. Mais en même temps, j'ai quand même l'impression que c'est aussi une question de génération. Il me semble que ce soit
surtout la génération un peu plus âgée, ce qu'on appelle souvent les boomers, qui sont encore dans une vision très franco-française du monde, voilà, les lecteurs clés, les lecteurs typiques, si on veut, de l'ancien Front National, par exemple, qui quelque part croient que voilà, le destin français, il réside juste avec l'État-nation, alors qu'il me semble quand même, pas seulement en France, mais aussi dans d'autres pays, qu'en tout cas les jeunes, de plus en plus, semblent acquis à l'idée d'une Europe identitaire. Pourquoi? C'est très simple. D'un côté, forcément, ils voyagent beaucoup quand même. D'un autre côté, on peut le déplorer, mais c'est la réalité. L'anglais permet un échange avec d'autres patriotes, justement. C'est un peu la ruse de l'histoire hegelienne que d'un côté, on peut déplorer à juste titre la disparition à fur et à mesure des langues nationales, mais d'un autre côté, au moins, un patriote français, un patriote allemand, un patriote italien, ils ont maintenant une langue dans laquelle ils peuvent se rencontrer, discuter, même s'ils détestent à juste titre le fait qu'il y ait cet impérialisme du moins linguistique anglais, qui est un peu l'équivalent de l'impérialisme latin dans la civilisation gréco-romaine. Au moins, c'est l'avantage de permettre de parler d'une même langue et de se rendre compte, et je crois que c'est très important, qu'ils font tous face au même danger, ils font tous face à l'immigration de masse, à l'islamisation, à l'emprise du culte du genre LGBT, la mondialisation, la menace chinoise, migration de masse, la technocratie, tous se rendent, la désindustrialisation, la trahison des élites, tous se rendent compte désormais qu'ils font face au même problème et qu'au fond, la solution, elle ne peut plus venir de l'État-nation. Le danger est trop grand. Il faut que les jeunes patriotes français s'allient avec les jeunes patriotes allemands, italiens, espagnols, anglais, polonais, pour faire face à ce même danger. On a bien vu d'ailleurs, comme petite parenthèse, que le fait de sortir de l'Union européenne, de retourner à l'État-nation, on l'a vu avec le Brexit que, in fine, ça n'a changé absolument rien à la situation anglaise, vu que ça n'a pas été accompagné d'un remplacement des élites. On a exactement les mêmes élites qui font la même politique woke, la même politique identitaire, migratoire, et que finalement, de ce point de vue-là, ça n'a rien changé. Donc dès lors, il faut travailler ensemble, et pour ça, il faut se rendre compte de quelque chose qui existe déjà depuis des siècles et des siècles, c'est-à-dire notre identité européenne partagée, commune. Alors, on va dans un moment redéfinir justement cette identité européenne telle que vous la définissez dans le livre, mais avant cela, justement, je rebondis tout de suite sur cette idée de solution qui n'est pas l'État-nation, parce qu'en France, c'est pas forcément quelque chose de très communément admis. La plupart des gens, on pourrait dire de droite ou conservateurs, sont avant tout, la plupart du temps, souverainistes. Et cette notion de souverainisme, souvent, se définit dans un anti-européisme. Quelle est justement cette solution européenne? Comment vous voyez une solution politique à l'échelle européenne? Parce que ça, c'est pas quelque chose de très clair chez les Français. Oui, tout à fait. Alors, tout d'abord, je partage l'anti-européisme. Moi-même, je suis absolument anti-européiste aussi. Si on entend par européisme, justement, les institutions de l'Union européenne telles qu'elles existent actuellement. Alors moi, je suis tout à fait d'accord que l'Union européenne telle qu'elle existe en réalité aujourd'hui, et surtout l'idéologie qui l'anime, c'est le pire ennemi de la véritable identité européenne. Là, on se comprend très très bien. J'ai aussi une certaine compréhension pour les souverainistes. C'est relativement logique que dans la situation actuelle, ce soit la position par défaut qui est la position d'opposition, disons, la plus logique. Mais de mon point de vue, elle est évidemment absolument déficitaire. D'abord parce que, et nous ne nous voilons pas la face, l'État-nation standard européen n'a plus aucun poids mondial. Et ça compte même pour la France et même l'Allemagne, je dirais. Quand vous comparez le poids de la France, de l'Allemagne, de la Pologne, de l'Italie... Alors souvent, juste l'argument des souverainistes, c'est de dire c'est en quittant l'Union européenne qu'on pourra retrouver du poids. Oui, ce qui est évidemment une illusion. D'abord, on le voit avec l'Angleterre, dont le poids n'est certainement pas plus grand.
Et puis, je veux dire, les gros problèmes ne disparaîtront pas tels quels. La démographie, par exemple, problème démographique, on ne va pas avoir maintenant une hausse démographique de 40 millions en 2 ans, quoi. Le problème migratoire, le problème de la désindustrialisation, tout ça, ça prendra énormément de temps. Et tout ça ne peut plus se faire dans le contexte actuel contre les voisins, car nos économies sont tellement intrinsèquement liées les unes avec les autres, que reconstruire sans l'accès aux ressources naturelles, sans l'industrie en question, sans le savoir-faire, etc., juste pour un État-nation qui est déjà en tant que tel absolument chaotique et déchiré dans un état de pré-guerre civile, un genre d'État qui pourrait, à 66 millions d'habitants, rivaliser d'une manière ou d'une autre avec plus d'1 milliard de Chinois, ça me semble absolument absurde. La situation est telle que nous devons coopérer avec les autres, mais justement pas, et c'est là que j'arrive à la réponse, pas selon les paramètres de l'Union européenne actuelle, parce qu'elle est, pour faire très facile, l'Union européenne actuelle, elle est extrêmement faible vers l'extérieur. Elle ne protège pas l'Europe, elle ne protège même pas nos frontières, il n'y a pas de défense commune, il n'y a pas vraiment d'accès aux ressources stratégiques absolument nécessaires pour notre survie, telles que les métaux et les terres rares, le pétrole, tout ce qu'on peut dire. On est absolument dépendant. L'Union européenne ne fait absolument rien d'un point de vue politique pour nous assurer cet accès-là. Donc, bref, on est faible vers l'extérieur, contrairement aux Chinois, contrairement aux Russes, contrairement aux Américains, contrairement même aux Indiens et aux Brésiliens, mais cette Union européenne, vers l'intérieur, elle devient de plus en plus autoritaire. Hein, on a une Union européenne qui est impotente de défendre notre civilisation, mais qui est tout à fait capable d'obliger les États-nations à remplacer les capsules librement tournables par des capsules fixées. Là, ça, on sait le faire. Apparemment, pour ça, il y a la possibilité, les ressources, les moyens de pression, mais pas pour défendre nos frontières. Et donc, il faut tourner sa sens dessus. Il faut très clairement définir quelles sont les compétences nécessaires à la défense de notre civilisation en tant que telle, hein, des compétences que l'État-nation, à lui tout seul, ne sait plus, dans l'état actuel du multilatéralisme, résoudre, et en effet attribuer cela à l'Union européenne. Et pour tout le reste, il faut avoir une aussi grande subsidiarité et liberté vers l'intérieur que possible. C'est pour ça que j'amène toujours cet exemple du Sacrum Imperium, hein, du Saint-Empire romain, qui a juste reçu l'attribut germanique au XVIe siècle, donc qui a été justement un empire supranational, chrétien, extrêmement libre vers l'intérieur, où vous aviez une foule de différentes cités, de duchés, d'évêchés, de princes-évêchés, etc., avec un centre impérial relativement faible par rapport à ses constituantes, et c'est exactement ça qu'il nous faut, mais qui avait la possibilité, dès que l'Empire est menacé, de le défendre d'un point de vue commun, et d'assurer, disons, un minimum les normes juridiques qui permettaient à ces différentes constituantes de travailler les unes avec les autres. C'est un peu ça. En gros, je vais un peu plus dans les détails dans l'ouvrage, mais en gros, l'idée, il faut une Europe qui nous défende à l'extérieur et qui nous laisse notre liberté à l'intérieur, au lieu de ce qu'on a actuellement qui fait exactement le contraire. Alors, moi, ce qui m'a particulièrement marqué aussi dans le livre, c'est vous parlez en fait de cette manière d'une réforme en fait des institutions européennes, parce que vous dites que si on quittait ces institutions, le temps nécessaire à les reconstruire, sachant qu'on a mis du temps pour les quitter et les chasser, rendrait l'exercice beaucoup plus difficile. Oui, ça c'est évidemment juste une réflexion de réalpolitik. Hein. Si on vivait maintenant dans un autre monde, je serais le premier à dire dissolvons le tout et on va reconstituer à notre aise. Mais on n'a pas ce temps-là. On est menacé de partout, de l'extérieur et de l'intérieur. Et il faut dire aussi très clairement que l'influence des Chinois, des Russes, des Américains, des Qataris sur certains États-nations devient de plus en plus grande. Donc actuellement, il y a des pays qui peuvent être achetés littéralement par les Chinois, par les Américains ou pour qui que ce soit. Donc si maintenant on remet le tout, finalement on retourne au status quo d'avant, d'avant quoi ?
avant les années 50, je ne sais même pas, je ne crois pas que humainement on pourrait, dans les temps qui nous sont impartis, construire quelque chose de nouveau. Parce qu'on aura ça, les Luxembourgeois ne sont pas d'accord, là les Polonais diront non, là les Français diront non, donc on ne trouvera jamais quelque chose. Donc d'un point de vue, disons, purement réaliste, je crois que réformer ces institutions sera, je crois, plus facilement faisable que remettre tout à zéro. Mais bon, réformer, comment réformer? Alors là, je rassure d'emblée, malheureusement, l'auditeur, je ne crois pas en la possibilité d'une réforme organique de ces structures. Je veux dire, actuellement, l'élite qui dirige l'Union européenne, et qui est la même qui dirige les États-nations, qu'il ne faut pas oublier, on n'a pas deux élites là, on a exactement la même. Madame von der Leyen est une politicienne très influente en Allemagne, le président Macron est quelque chose qui est très influent sur le point de vue, sur le podium européen. Donc quand on parle d'élite bruxelloise, au fond c'est un peu faux, c'est vraiment les mêmes élites qui nous étranglent dans les États-nations, qui dominent actuellement l'Union européenne. Donc ce qu'il faut faire, évidemment, c'est espérer en un changement d'élite et d'espérer que de plus en plus d'États-nations puissent en effet élire des gouvernements qui seraient des gouvernements de droite, des gouvernements patriotiques qui rejoindraient cela. Et d'un autre côté, je ne dirais pas espérer, mais parce que ce serait un peu cynique, mais en tout cas s'attendre à ce que la déstabilisation actuelle de la France et de l'Allemagne par la crise économique, la crise identitaire, la crise culturelle, la crise militaire, la crise financière, etc., créera une situation d'instabilité assez grande pour, de toute façon, permettre un changement de gouvernement, que ce soit d'une manière pacifique, que ce soit comme il faut le craindre pour des parties de la France, en tout cas de manière plutôt, disons, corsée et forte. Ça, c'est l'histoire qui nous montrera. Alors, je pense que ce qui est au cœur vraiment intellectuel de cet ouvrage, c'est d'une part une certaine définition de la civilisation européenne, adossée à une lecture de l'histoire qui est à la fois, en fait, dans le fond, assez personnelle, puisque vous appuyez sur Spengler, il y a une inspiration hegelienne, mais finalement que vous avez transformé, enfin vous l'avez en tout cas réformé d'une certaine manière. Alors déjà, peut-être parce qu'en France, Olaf Spengler est peu connu, est-ce qu'on peut déjà essayer de donner votre définition, qui s'appuie sur celle de Spengler, de la civilisation européenne? Oui, c'est vrai que Spengler, jusqu'à maintenant en France, est un peu moins connu. Alors, pour faire un peu de plage publicitaire, il y a dans les prochaines semaines un petit ouvrage, petite introduction de ma plume en langue française qui va sortir à la collection Langue Mémoire de la nouvelle librairie. Donc, on aura la possibilité de relire, s'informer facilement. Je crois que son œuvre phare, Le déclin de l'Occident, vient d'être rééditée en traduction française, traduction très mauvaise, hélas, il faudra absolument la refaire parce qu'elle est illisible, mais bon, soit. Alors, Spengler distingue l'existence de différentes civilisations qui forment finalement l'histoire mondiale et qui auraient une évolution en gros parallèle, pas dans le temps, mais en tout cas dans les formes. Voilà, en ce qui concerne la civilisation européenne, selon Spengler, chacune de ces civilisations-là a une vision très particulière, unique, mentale, pour ainsi dire archétypale du monde, de Dieu, de l'humain, des choses qu'on peut partager peut-être avec beaucoup d'efforts, mais qu'on ne peut pas nécessairement mélanger, dans le sens que, voilà, vous ne pouvez pas mélanger la langue chinoise avec la langue latine, ça ne va pas, c'est pas possible. Vous pouvez peut-être mélanger un peu l'italien et l'espagnol, bref, enfin, je veux dire, organiquement, il y a des langues qui peuvent s'influencer mutuellement, mais de fait, il y a des langues qui sont beaucoup trop lointaines pour pouvoir le faire, et la même chose est valable pour les grandes civilisations. Elles peuvent très difficilement se comprendre parce qu'elles ont cet archétype. Alors pour nous, c'est pour ça aussi que je vois dans la civilisation européenne non pas le simple résultat additif des différentes strates de son passé, comme les gens qui vont dire, voilà, la civilisation européenne, c'est la combinaison de Jérusalem, Athènes, Rome, des choses de ce style-là. C'est pas faux parce que c'est nos racines, donc c'est tout à fait vrai qu'on s'inspire
forcément du judaïsme, de la civilisation grecque, de l'Empire romain, du christianisme évidemment et surtout, mais cette civilisation européenne, selon moi en tout cas, et Spengler, elle naît véritablement à la fin de l'Antiquité tardive avec Charlemagne, avec les Ottoniens, quand il y a ce renouvellement impérial combiné avec la définition d'un christianisme romain de plus en plus différencié du christianisme orthodoxe, byzantin, oriental. C'est vraiment ça, le moment de naissance de la civilisation européenne qui est organisée autour d'un archétype assez particulier et qui est ce qu'on a appelé, Spengler n'était pas le premier d'ailleurs à utiliser ce mot, l'instinct ou l'élan faustien, de par le docteur Faust, cette célèbre histoire du Moyen-Âge, traduite en beaucoup de langues et qui à la limite est autant un archétype important que fut le roi Arthur par exemple. Et donc le mythe ou l'histoire de ce docteur Faust renvoie à cette caractéristique typiquement européenne de vouloir justement dépasser toutes les bornes, de vouloir voir ce qui est derrière l'horizon, de pouvoir dépasser toutes les limites d'une manière que les Grecs auraient appelé hybris, très certainement, mais qui fait partie de nos racines. Alors je sais bien qu'on peut le critiquer, et d'ailleurs la plupart des autres civilisations nous critiquent jusqu'à aujourd'hui pour cette démesure qui est typiquement européenne et que les Américains ont évidemment encore décuplé à un niveau tout à fait presque pervers, si on veut, mais qui montre évidemment très bien que des cathédrales gothiques au gratte-ciel aujourd'hui, on est dans la même civilisation. Mais ça annonce déjà l'autre point dont vous parliez, c'est-à-dire que la civilisation européenne, tout comme toutes les autres grandes civilisations, ont une histoire qui est rythmée, si vous voulez, par un genre de dialectique historique assez logique, si on veut, qui fait en sorte que cette civilisation, d'abord, elle est définie par son rapport à la transcendance, par la volonté de vénérer Dieu, de voir Dieu comme élément suprême, qui se reflète dans la nature, qui se reflète dans l'âme humaine, qui se reflète dans les institutions, etc. Donc de fonder cette civilisation européenne sur la transcendance, et puis dans un deuxième temps, à partir de, en gros, la Renaissance et la Réformation, et c'est pas un hasard que ça tombe le même moment, justement, l'Européen se détache de la transcendance et au lieu de Dieu, il vénère l'humain, au lieu de Dieu de la théologie, on a plutôt la science, au niveau de l'intériorité, on a les grandes conquêtes, au lieu de la religion, on aurait les sciences, etc. Donc on a vraiment un genre d'antithèse beaucoup plus matérielle, immanentiste si on veut, et on peut s'attendre, comme dans chaque autre grande civilisation, à un genre de synthèse finale, que moi j'appelle justement le retour rationnel à la tradition. Si la thèse c'est la tradition, si l'antithèse c'est la raison dans le sens des Lumières, l'antithèse serait justement le retour rationnel, volontaire, volontariste même à la tradition. Et voilà ce qui me distingue très fortement de Spengler et de Hegel, même s'il m'inspire forcément, parce que Spengler il a une vision purement vitaliste et esthéticienne, esthétique, nietzschéenne de l'histoire. Il n'y a pas vraiment de transcendance pour lui, alors que chez moi, c'est justement le rapport à la transcendance qui est au centre. Et pour Hegel, justement, ces différentes étapes de la transcendance sont ancrées dans une vision linéaire, téléologique aussi de l'histoire, alors que chez moi, très clairement, évidemment, le rapport à la transcendance est crucial. Le fait de se détacher de la transcendance a un caractère certes héroïque, tragique si on veut, mais reste quand même, disons, inférieur à ce stade initial. Et pour moi aussi, il faut le dire, je veux être honnête de ce point de vue-là, le retour rationnel à la transcendance est aussi le stade final d'une civilisation. C'est un retour qui est opéré non seulement par la foi, mais aussi par la raison, et qui est le point final dans l'histoire de chaque civilisation. Mais alors ça pose la question, ce point final, d'à la fois d'être un accomplissement, Oui. et en même temps d'être la mort. Tout à fait.
exactement. Malheureusement, c'est comme ça qu'il faut le dire, et je sais bien que voilà, je préférerais dire évidemment quelque chose de plus gai finalement dans ce genre d'interview. Mais oui, quand on regarde l'histoire de toutes les grandes civilisations, chacune a connu ce point final, ce retour rationnel à la tradition, qui est un accomplissement, comme vous le dites, qui est nécessaire parce que c'est l'élément qui, d'un point de vue rétrospectif, définit tout le sens qu'aura eu cette civilisation pour l'histoire mondiale. C'est l'époque d'Auguste, par exemple, qui définit plus que chaque autre ce qu'est l'Antiquité, définit en rétrospective comment il faut voir cette civilisation, canonise ce qui va être transmis à d'autres, oublie, bannit des choses qui devront être oubliées. Donc c'est assez important dans dans l'économie aussi de chaque civilisation, et permet l'établissement alors d'un empire final qui est l'Empire romain, qui n'est pas une phase très créatrice, évidemment pas très créative de l'histoire de l'Antiquité, mais qui quand même a permis pendant quelques siècles de stabiliser, de canoniser, de faire survivre cette civilisation gréco-romaine fossilisante. Et je crois que, et bon, on peut paralléliser ça avec l'empire des Gupta chez les Indiens, avec les Ramessides en Égypte, avec la dynastie Han chez les Chinois, etc., etc. On a beaucoup d'autres exemples. Et je crois que c'est plus ou moins ce à quoi nous devons nous préparer et plus encore l'accepter. Parce que l'alternative, et l'alternative elle est là, c'est déjà la dissolution totale maintenant. C'est une possibilité réelle. Nous devons lutter à la limite pour au moins nous assurer à mettre ce point final, et c'est une action qui est à la fois, je crois, très mâle, très héroïque, et qui montre que nous, on a sur nos épaules un poids immense de responsabilité rétrospectif, parce que nous définirons, nous, dans les années, les décennies qui suivent, ce dont on va se souvenir quand on parlera d'Europe, et c'est nous qui définirons désormais ce que toutes les autres grandes civilisations qui viendront après nous vont retenir de nous aussi. Donc ce n'est pas un moment anodin dans l'histoire. On peut dire « Oh, une civilisation qui meurt, qui fossilise, quel dommage, je préfère ne pas y croire ». Mais au fond, la responsabilité pour cet acte est immense et n'est pas moindre que celle qu'avaient les Européens au 9e ou au 10e siècle quand ils ont construit la civilisation. C'est nous qui bouclons la boucle maintenant. Alors, c'est vrai que ça pose aussi cette question de la nécessité historique parfois qu'on retrouve chez Hegel, parce que quand on lit votre exposé, et c'est évidemment pas du tout ce que vous dites, mais on a l'impression finalement que tout ça est logique, que c'est d'une certaine manière inéluctable. C'est-à-dire qu'en gros, le déclin conduit nécessairement à cette période de synthèse où justement le retour à la transcendance ne peut pas ne pas se faire. Et comment est-ce que justement vous nuanceriez cette dimension à la fois de la nécessité de l'histoire et des alternatives en quelque sorte? Qu'est-ce qui pourrait se faire si justement ce destin n'est pas nécessaire? Je crois dans une certaine mécanique de l'histoire. Je crois que cette évolution-là, elle est inéluctable, mais ça ne veut pas dire que nous ne devons pas nous battre pour. Ça sonne peut-être paradoxal d'un certain point de vue, mais à la limite, ça renvoie aussi à la question de la liberté de l'individu. Moi, je suis convaincu d'un côté que nous avons, d'un certain point de vue en tout cas, une très grande liberté d'action en tant qu'individu, mais d'un autre côté, tout est écrit. Parce que Dieu est omniscient. Pour Dieu, il n'y a pas de temps, il n'y a pas d'espace. Pour Dieu, tout est en même temps. Dieu sait déjà tout, il sait déjà tout ce qu'on va faire. Mais ça ne nous enlève pas, nous qui vivons dans le temps, dans l'espace, qui ne voyons que notre moment précis, notre responsabilité pour nos actes futurs, alors que le destin est déjà écrit. Ce n'est pas une contradiction, c'est une question de point de vue finalement, parce que le point de vue de Dieu sur l'histoire est un autre que le nôtre. Et on pourrait dire, sans vouloir que ça sonne un peu trop arrogant, que le point de vue de l'individu qui doit agir politiquement est un peu autre que celui de l'historien qui rétrospectivement comprend que c'était inéluctable, si on veut. Mais oui, je crois, et si je me mets donc à la place maintenant de notre histoire actuelle, la bataille, elle est réelle, elle n'est pas factice. Nous avons contre nous les forces de la dissolution. Nous avons contre nous les wokistes qui veulent en effet
de détruire ce qui reste encore de l'Europe, qui veulent tout dissoudre, qui d'ailleurs ne sont pas seulement un mouvement politique, mais je crois aussi moral. Il y a en effet beaucoup d'éléments dans l'idéologie wokiste qui ne sont pas seulement politiquement fausses, mais qui sont moralement mal, j'en suis persuadé, qui sont mauvaises. Donc notre responsabilité, elle est là. Mais en même temps, il me reste la confiance de me dire que d'une manière ou d'une autre, on va arriver à ce moment. Maintenant, il y a, je veux dire, l'histoire est ouverte dans ce sens-là que, quand vous regardez l'Empire romain, ce qu'Auguste a mis sur pied, du moins dans l'Empire romain d'Occident, c'est presque maintenu pendant un demi-millénaire, parce que les fondations étaient très bonnes. Maintenant, vous avez d'autres civilisations qui, une fois atteint ce stade-là, survivent 3-4 générations. Donc, je veux dire, ça dépend évidemment des ennemis autour, ça dépend de la stabilité qu'on donne à cela. Donc, il y a une certaine ouverture, mais sur le principe, je suis assez sûr, et d'ailleurs, j'en vois déjà les germes autour de nous. Cette notion de retour rationnel à la tradition, je le vois éclore tout doucement un peu partout. Et si j'ose dire, votre propre mouvement, l'Academia Christiana, et beaucoup de jeunes que je vois là-dedans, c'est exactement ce que ces gens, ce que vous faites. Beaucoup de ces jeunes, pas tous, mais beaucoup de ces jeunes, justement, sont des gens qui ne sont pas enracinés de par leur famille dans la tradition. Ils doivent tout redécouvrir. Ils ont été coupés de leur passé. Ils connaissent à la limite la France et la chrétienté d'un point de vue muséal, parce que c'est une tradition qui n'est plus vivante, en tout cas pour eux. Ils doivent la redécouvrir en lisant, en cherchant des maîtres, en cherchant des paroisses, etc. Ils doivent se mettre, doivent se créer presque cette volonté, cette nouvelle identité d'un retour. Et ce que vous faites là, j'ai l'impression que c'est un peu en train de se passer partout, dans tous les Européens, et ça correspond assez bien à ça. Évidemment, il faut le dire aussi, ce retour rationnel à la tradition, dans aucune civilisation, cela a été un mouvement de masse. Les grandes masses vivent déjà dans la post-histoire, à la limite. Les grandes masses, je sais bien que ça sonne élitiste, ça sonne horrible et antidémocratique, mais j'en suis persuadé, hélas, de nos jours, les grandes masses sont dépolitisées et vont en gros suivre ce qu'on leur impose. Ça n'a pas toujours été comme ça. Justement, dans les temps de notre histoire qui étaient non démocratiques, le 15e, le 16e siècle, vous aviez des masses, des gens simples qui se sont battus jusqu'à la mort pour certaines idées. On n'est plus à ce moment-là de l'histoire. J'ai l'impression que les 90% des gens, déjà aujourd'hui, au fond, ça ne les intéresse plus. Donc finalement, ce retour à la tradition, ça va être un petit mouvement d'élite, tout comme le wokisme l'est aussi. Et c'est vraiment finalement ces deux-là, un peu comme le bon et le mauvais ange, qui là sont en train de se disputer, si on veut, l'allégeance de ce corps civilisationnel ou de ce qui en reste. Alors, aussi sur cette notion de retour volontaire et rationnel à la tradition, vous dites bien aussi que ce n'est pas un retour au passé. Tout à fait. Disons, hélas, le passé du Moyen-Âge, surtout qui correspond à cette phase de transcendance de la civilisation européenne, et qui trouve son équivalent, par exemple, dans la phase pré-classique chez les Grecs, hein, dans l'état aristocratique avant l'avènement de ce qu'on peut appeler l'humanisme ou la démocratie en Athènes autour de 500, hein, ou qui correspondrait par exemple en Chine aux dynasties des Shang et des Zhou occidentaux avant le début de la phase de printemps et d'automne, etc. Donc chaque civilisation on a une première phase de transcendance, et durant cette phase-là, l'accès à Dieu, il est traditionnel, il est sans alternative. Il n'y a pas, ou disons relativement peu de doute. Le monde n'est pas connu, il n'y a qu'une seule foi, personne ne met en doute cela. Les institutions religieuses, politiques, familiales, sociales, tout fait partie d'un même. Donc c'est une société absolument holistique où il n'y a même pas de religion. À la limite, cette notion même de religion, telle que nous l'avons aujourd'hui, elle est artificielle parce qu'elle est produite par un point de vue des Lumières où la religion devient un choix
quelque part un élément privé qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, alors que là on parle d'une période où la religion elle est partout, tout comme la politique elle est nulle part si on veut. Et donc on ne saura plus revenir à ça. Même si on le voudrait, personnellement, je n'aurais, enfin, ce serait quelque chose que j'appellerais certainement de mes voeux, mais ce passé-là, il est parti. Nous avons perdu notre innocence de ce point de vue-là par tous les choix que nous avons faits. Et donc, si nous voulons revenir à ça, c'est d'une manière rationnelle parce que nous optons pour la tradition, parce qu'on voit que l'alternative à la tradition nous a menés au désastre. Mais avec ça, nous restons des gens modernes, parce que les gens au Moyen-Âge, ils n'avaient pas ce choix. Ils ne pouvaient pas dire j'accepte la foi romaine ou chrétienne romaine ou pas. C'était logique, il n'y avait pas d'alternative. Donc c'est aussi ça qui, de mon point de vue, distingue un peu mon approche de la notion de synthèse chez Hegel, et en même temps la confirme aussi, parce que d'un point de vue, c'est une véritable synthèse. Nous aurons une synthèse entre la tradition et la raison par le choix rationnel par la tradition. Donc d'un côté, on peut dire c'est peut-être supérieur à la tradition initiale, parce que nous ne subissons plus cette tradition, mais nous la choisissons consciemment, ce qui est quelque chose que le paysan médiéval n'avait même pas la possibilité de le faire. Mais d'un autre côté, il y aura toujours dans ce choix-là un petit côté artificielle, si on veut. Et c'est fort tragique. Et je crois que ça définit aussi la tragédie de l'homme, justement, conservateur, même si je n'aime pas trop ce terme-là de nos jours, parce que nous restons des hommes modernes, quelque part. Et c'est pour ça aussi que je crois qu'après ce retour aux origines, ce ne sera pas un renouveau. On ne peut pas aller au-delà que de revenir rationnellement à la tradition. C'est pour ça que c'est aussi la fin. Quels seraient pour vous les acquis indépassables de la modernité? Ça, c'est une excellente question. Je crois que la notion, surtout de technologie, est quelque chose dont on ne va pas se défaire. On va pas balancer les sciences. On ne va pas nier certains acquis par exemple, de notre vision historique. Je veux dire, on sait désormais que voilà la Terre tourne autour du Soleil, par exemple. Ce serait plus sympa de vivre dans une époque où on a vraiment une vision tout à fait centrée sur l'être humain, de se dire tout tourne autour de nous. Nous ne pouvons plus faire ça. Nous savons que ce n'est pas le cas. Bon, on peut évidemment dire abstraitement, au fond, peu importe, parce que voilà, nous avons notre âme, nous avons notre proximité à Dieu, peu importe qui tourne autour de quoi. Mais voilà, c'est quelque chose qui nous oblige à une certaine abstraction. Je crois qu'il y a aussi disons, la réalité de la modernité avec sa civilisation de consommation, est quelque chose dont on ne va pas se défaire si rapidement. Disons qu'en gros, je crois que pour l'immense partie de la civilisation européenne, la société de consommation de masse avec un certain hédonisme, avec un certain matérialisme de fait, ne va pas disparaître. Malheureusement, mais je ne le vois pas. Je vois au mieux l'établissement d'une petite élite qui est vraiment ancrée dans la foi, honnêtement par un choix rationnel, mais néanmoins qui croit, qui a cet accès-là, et qui puisse imposer au reste un genre de patriotisme chrétien, de patriotisme culturel, où finalement on retourne peut-être à l'église, mais exactement comme à l'époque romaine, on sacrifiait pour l'empereur. Parce que c'était un signe d'allégeance, c'était un signe de patriotisme, d'adhésion à certains modèles. Le Romain de base, si on peut dire, ne croyait pas que l'empereur était un être divin. Enfin, on pourrait parler beaucoup de la notion de divus ou tout ça, c'est pas notre but aujourd'hui, mais surtout il savait que l'alternative, c'est-à-dire le retour à une république romaine qui s'entre-déchirait, qui était en totale perte de stabilité, de vertu, de morale, etc., n'était finalement pas une option. Donc c'est pour ça qu'on adhérait
à cette structure impériale parce qu'on savait que c'était la seule ou le seul barrage contre le total déclin et la totale autodistribution. Et c'est pour ça qu'à mon avis, bah, une, une partie de ce qu'on voit déjà aujourd'hui en Russie ou aux États-Unis, et partiellement en Chine d'ailleurs, alors que, voilà, loin de moi de dire que la Chine ou même la Russie ferait partie de la civilisation européenne telle que je la définis, mais on voit déjà là un peu cet aspect-là, hein, le Parti communiste chinois qui retourne au taoïsme, qui retourne au confucianisme, qui essaye de mettre en place un genre de patriotisme qui joue avec l'élément religieux. On le voit dans la Russie de Poutine, où on a des structures du KGB qui, à mon avis, sont relativement lointaines d'une véritable croyance, mais qui ont réalisé que l'aspect religieux est important pour stabiliser cet État qui, sinon, risque de s'écrouler. On le voit même aux États-Unis, avec à la fois Trump et Biden qui essayent de jouer la carte religieuse, de se montrer avec la Bible, quelque part, pour professer ça. Donc là aussi, on voit en filigrane déjà cette repolitisation de l'identité chrétienne qui néanmoins restera malheureusement, en tout cas pendant quelques générations superficielles. Alors il faut peut-être ajouter ce que je n'ai pas mis dans mon livre, c'est que pour Spengler notamment, à la fin de cette phase finale, que moi je définis justement par ce retour rationnel à la tradition, lui il n'a pas du tout cet aspect-là, mais à la fin, tout doucement, avec la post-histoire, vient en effet le retour au religieux, et un retour honnête au religieux. Ce ne sera pas encore le moment dans l'immédiat, mais quand on regarde à Rome, par exemple, on voit bien que voilà, la population romaine du 1er siècle avant ou après Jésus-Christ, elle reste en gros épicurienne, athée, exotique, etc. Mais elle n'a pas vraiment un vrai rapport à son ancienne foi. Mais cette ancienne foi, elle revient tout doucement au 2e, au 3e, au 4e siècle, avec les derniers païens, etc. De même, dans la Chine des Han, on a de plus en plus, on va se défaire de toute cette pensée critique, problématique des 100 écoles, et on va revenir de plus en plus à une religiosité plutôt traditionnaliste, donc en Égypte aussi, etc., etc. Donc je crois que, in fine, dans la civilisation européenne, une fois ce dernier stade fini, la fossilisation sera accompagnée d'un certain retour de la religion, mais ce ne sera plus une religion qui sera établie et ancrée dans cette dynamique civilisatoire qui est lancée avec les Carolingiens, avec les Ottoniens, et qui va traverser toute une série de stades relativement logiques au niveau de l'évolution de la théologie, de la philosophie, etc., mais qui va plutôt stagner d'un point de vue civilisationnel, ce qui là encore ne veut rien dire sur l'honnêteté, la possibilité pour l'être humain de croire lui-même. Ça, il faut peut-être bien l'ajouter aussi pour le public, ici, on parle des formes extérieures de la civilisation. Ça n'enlève en rien, pour nous, en tant qu'individus, la nécessité de faire notre paix avec notre âme, de trouver Dieu en nous-mêmes, de pouvoir nous assurer à tout moment des stades d'une civilisation cette proximité avec Dieu. Il y a certes des époques dans l'histoire qui rendent ça plus facile. Hein, c'est plus facile d'être pieux, d'être saint, d'être proche avec Dieu quand on vit au Moyen-Âge que quand on vit dans Paris aujourd'hui, par exemple. C'est sûr que la civilisation, elle marque, elle peut ouvrir des portes ou elle peut essayer de les fermer, mais ces portes ne sont jamais totalement fermées parce qu'in fine, elles sont à l'intérieur de nous. Donc nous avons, en dépit de tout ce que je viens de dire, au niveau de notre responsabilité individuelle, la responsabilité non pas pour notre civilisation, notre nation, notre village ou quoi que ce soit, mais au niveau de notre responsabilité pour nous, individuellement, toujours exactement cette même responsabilité de trouver Dieu ou pas. Ça, il faut peut-être l'ajouter pour ne pas que ça sonne maintenant trop comme si je voulais soumettre, disons, l'évolution de la religion à un développement civilisationnel. Les deux jouent forcément ensemble, mais ça n'enlève en rien notre responsabilité d'individu pour le salut de notre âme. Alors, aussi, une autre question par rapport à cette modernité. Je vais poser un peu deux questions en même temps, et puis vous y répondrez comme vous l'entendez.
Est-ce que la dimension de l'individu, c'est-à-dire à la fois la propriété privée, même la sphère privée, voilà, est quelque chose que vous considérez comme un indépassable de la modernité? Et deuxième question, très, très différente, mais voilà, pour anticiper un petit peu, vous avez parlé donc de cette transcendance et qui est très longuement définie dans le livre. Est-ce que vous pourriez dire aussi un mot justement de ce que vous entendez par cette notion de transcendance? D'accord. Ben, pour répondre à la première question, elle est déjà, elle continue un peu la question que vous aviez posée initiale, enfin, il y a quelque temps sur les acquis du monde moderne, la sphère privée. Et en effet, il faut se poser la question si ce qu'on appelle la, la libération de la femme, notamment son intégration dans le monde du travail, le fait de vivre dans une vision, disons, très égalitaire des sexes, euh, à mon avis, c'est quelque chose qui ne va pas disparaître. Euh, Pas immédiatement, en tout cas. Peut-être à fur et à mesure d'une certaine simplification et primitivisation de notre civilisation, on aura peut-être de nouveau un retour à des structures sociales, disons, plus simples et probablement plus patriarcales, c'est possible. Mais là, dans l'immédiat, à mon avis, on restera fort dans la même chose. D'ailleurs, petit exemple de ce point de vue-là, qui est très, très parlant, quand vous regardez Auguste, par exemple, il essaye de mettre en place justement les lois juliennes sur la morale. Donc il essaye de rétablir le mariage, il essaye de rendre plus difficile le divorce, il essaye de mettre en place des structures pour obliger les Romains d'avoir des enfants, en disant, voilà, si vous voulez accéder à des fonctions publiques, il faut avoir au minimum 2, 3, 4 enfants. Donc il veut vraiment essayer de stopper aussi cette chute de la natalité, surtout des Romains de souche qu'on connaît à Rome et qu'on connaît aujourd'hui. Et on voit malheureusement que la population romaine, elle a accepté l'Empire, en tout cas ce compromis curieux qu'est le Principat. Elle a accepté d'abandonner une partie de ses droits de participation politique qui de toute façon ne voulait plus dire grand-chose dans le cadre de ce régime sénatorial. Ils ont accepté le culte impérial. Tout ça, ils l'ont avalé. Mais ça, le fait de revenir à une vision plus morale de la vie familiale, ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas du tout fonctionné, ça a échoué. Les contemporains se sont moqués d'Auguste ouvertement. On a tous les poèmes qui montrent très bien que voilà, on ne va pas se laisser dicter ce qu'on fait dans sa chambre à coucher, par exemple. Donc ça montre très bien, d'un côté, on a cette volonté traditionnaliste, rationnelle, de revenir à une certaine moralité plus traditionnaliste, mais ça ne fonctionne pas. Ça fonctionnera peut-être après quelques siècles, mais à ce moment-là, la vie à Rome, elle est tout simplement trop moderne. C'est pour ça qu'ici aussi, d'ailleurs une fois de plus, on voit les germes. Regardez la Hongrie, regardez la Pologne. Eux, ils ont essayé, ou ils essayent toujours, par des moyens financiers assez imposants, surtout en Hongrie, de relever un peu la courbe de la natalité en Hongrie. Ça ne fonctionne pas du tout. Hein. Bon, vous lirez parfois dans les médias qu'il y a une légère hausse de cela, mais quand vous regardez vraiment au long terme et quand vous voyez aussi de quelle partie de la population en Hongrie vient cette très légère hausse de la démographie, vous voyez très bien que tout ça ne fonctionne pas du tout. On est à 1, je ne sais pas, 2, 1,3 je crois en Hongrie, donc on est loin en dessous de tout ça, en dépit des moyens phénoménaux qui sont mis en marche, donc mis en place. Donc ça répond un peu à cette question de voir les acquis ou les fléaux de la modernité ne vont pas disparaître, en dépit d'une certaine façade vénérable et juste, et qu'il faut soutenir, mais qui ne va pas changer le cours global de la civilisation. Pour répondre à la deuxième question, quelle est la transcendance? Vous voyez aussi dans ce livre que j'utilise plutôt le terme de transcendance que de Dieu, d'ailleurs. Enfin, je parle aussi de Dieu, évidemment. Tout simplement parce qu'en tant qu'historien, en essayant d'ancrer cette approche-là de l'Europe civilisationnelle dans un certain comparatisme avec d'autres civilisations, bien le mot Dieu est évidemment compris d'un point de vue, quand on lit, très chrétien, et moi je voulais inscrire ça dans un cadre plus grand. Mais évidemment, pour moi, Dieu et la transcendance, ce sont des synonymes.
Le terme de Dieu, évidemment, renvoie déjà à une image d'un Dieu personnel. Alors que la transcendance, on est dans un registre ontologique un peu supérieur, c'est-à-dire Dieu, c'est la face que la transcendance absolue nous montre, mais qui est un peu restrictive, c'est-à-dire vu de nous, en effet, la transcendance, elle nous regarde en tant que Dieu, mais pris dans l'absolu, c'est une face, mais qui ne remplit pas totalement la définition, c'est-à-dire la transcendance ou Dieu tel qu'il est réellement dans l'absolu est beaucoup plus grand que tout ce qu'on pourrait décrire quelque part. Et donc, pour moi, qu'est la transcendance? La transcendance, c'est le principe absolu de l'un qui est absolument détaché de tous les critères qu'on pourrait même utiliser pour le décrire, qui est encore au-delà de toute distinction, qui est même au-delà de la distinction entre être et non-être, parce qu'il est au-delà de tout, quelque part. Déjà, quand on parle d'être, de non-être, on impose déjà une notion un peu binaire qui aurait tendance à réduire Dieu à faire un choix et à se restreindre. Dieu est encore au-delà de ça. Dieu est vraiment le principe absolu qui est dans tout, sans s'y résoudre, sans s'y restreindre, qui crée le monde parce que c'est dans son être d'être illimité, d'être éternel, d'être partout. Donc forcément le monde dans son existence est quelque chose qui doit exister parce que c'est une possibilité, et parce que Dieu rend toutes les possibilités possibles, sinon il serait restreint évidemment dans son être, mais qui est même au-delà aussi des catégories de temps et d'espace. Donc là, c'est l'absolu en tant que tel qui évidemment alors peut être compris par notre petite possibilité d'être humain, par des termes tels que ce qui est absolument beau, de ce qui est absolument un, de ce qui est absolument juste, de ce qui est absolument bon, sans que ces critères-là maintenant le décrivent d'une manière absolue. Et ce qui est intéressant, en tout cas dans ma vision des choses, et qui correspond évidemment à l'enseignement chrétien, c'est aussi le fait que nous sommes, en tant qu'êtres de la matière, qui vivons dans ce monde, des créations de Dieu, et Dieu il est partout, tout ce qui existe quelque part ne peut exister que parce que Dieu le maintient, donc il y a une omniprésence de Dieu, mais beaucoup plus qu'évidemment dans un panthéisme, parce que le panthéisme c'est un peu un matérialisme un peu chic, alors que ma vision elle est de la transcendance, est telle que Dieu lui-même ne se restreint pas du tout à la création. Mais nous, ce qui nous distingue, en tout cas en tant qu'être humain, ce qui nous distingue justement aussi de tous les autres êtres, c'est notre possibilité de penser Dieu, de pouvoir même avoir cette idée. Aucun animal ne pourrait même penser Dieu. Nous pouvons le penser, nous pouvons essayer par la pensée de nous approcher. Bon, évidemment, vu que nous vivons ici, dans ce cadre très 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 restreint, nous ne saurons jamais totalement comprendre Dieu, parce que sinon nous le serons nous-mêmes quelque part. Il ne peut y avoir qu'un seul transcendant absolu, donc nous ne pouvons que nous approcher de lui. Mais ce fait-là, que c'est une idée que nous pouvons formuler, sur laquelle nous pouvons réfléchir grâce à cette capacité qu'on appelle l'intellect, et j'utilise ce mot-là dans la définition plutôt théologique et scolastique comme aujourd'hui quand on parle d'intellectuel, plutôt le contraire de l'intellect médiéval. Nous avons cette capacité-là de le comprendre en nous, et donc finalement nous partageons une partie. Donc, c'est-à-dire Dieu, il est en nous, et ce qu'on appelle notre âme, la partie essentielle et surtout éternelle en nous. Cette âme, c'est justement notre possibilité d'être en Dieu. Et donc je crois que notre mission suprême, et ça, c'est très bien compris dans chaque phase traditionnaliste et transcendantale des grandes civilisations, nous pouvons déjà ici reposer en Dieu. Nous avons cette possibilité non seulement de lutter pour le bien-être de notre âme, mais déjà aujourd'hui, quelque part, reposer en lui. Et quand on lit les textes du Moyen-Âge, qui est une époque éminemment mystique, on voit bien, que ce soit le Maître Eckhart ou Saint Thérèse d'Avila ou Ruysbroeck ou plus tard Saint Jean de la Croix, etc., que cette vision de repos en Dieu, d'accès immédiat, privilégié à Dieu, elle est là. C'est juste la modernité, si on veut, qui de plus en plus détruit cela
pas seulement chez nous, mais aussi dans toutes les autres grandes civilisations. Et finalement, notre tâche, ou une aussi des tâches que nous avons, forcément avec ce retour rationnel à la tradition, c'est de nouveau ouvrir cette possibilité-là, tout en disant, une fois de plus, et j'insiste parce que c'est vraiment important aussi pour moi, individuellement, que c'est plus difficile pour nous de devenir des saints qu'à d'autres époques, mais cette possibilité, elle n'est pas inexistante. Elle est là parce que, in fine, nous avons toujours, chacun de nous a son âme. Et c'est juste que là, aujourd'hui, bon, on nous balance tout un tas de trucs qui fait en sorte que la plupart des gens ne se rendent peut-être même plus compte de leur côté éternel qu'ils ont en eux, mais cette responsabilité, chacun là, dans sa vie, et c'est bien beau, comme beaucoup le font, et souvent à juste titre, de déplorer qu'on vit dans cet horrible 21e siècle hédoniste et matérialiste avec tout ce qu'on veut, les woke, les LGBT, la désindustrialisation, etc., etc. C'est bien justifié, mais d'un autre côté, cette responsabilité d'être avec Dieu, de retrouver Dieu, de reposer en Dieu, et c'est un choix que nous pouvons faire à chaque seconde de notre existence et qui, je crois, est beaucoup plus important que toute action politique. Merci beaucoup, David Engels. Malheureusement, le temps nous presse et on n'a pas le temps de rentrer sur plein d'autres dimensions de cet ouvrage qui est extrêmement riche et que je vous invite du coup à vous procurer. On mettra le lien dans la description de la vidéo. Voilà, c'est un ouvrage qui est une synthèse extrêmement dense d'une réflexion politique que je trouve extrêmement inspirante. Donc encore merci beaucoup, David, pour cet entretien. Merci beaucoup de l'invitation, ça a été un plaisir.